Je ne comptais pas forcément vous poser la question, mais vous revenez sur le sujet de la part variable qui peut interroger. Vous avez perçu 98,5% du montant total de primes de performance, alors que la Cour des comptes, il y a quelques mois à peine, révélait qu'il y avait eu un déficit cumulé de 81 millions d'euros entre 2017 et 2024. Vous êtes en poste depuis 2015, que la trésorerie, autrefois abondée à hauteur de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, est désormais négative, que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, ce qui fait peser un risque de dissolution selon le Code du commerce. Comment est-ce que vous percevez une telle récompense ? Pourquoi percevoir 98,5% du montant maximum d'une prime de performance alors que la Cour des comptes pointe de vraies défaillances, notamment sur la tenue du budget de France Télévisions? Comme je vous l'ai dit, monsieur le rapporteur, ce n'est pas moi qui fixe les objectifs ni leur atteinte. Pour cette question, vous auriez pu poser la question, je pense, à la patronne de la DGMIC ou au président du comité des rémunérations du conseil d'administration, mais ce n'est pas moi qui fixe ni les objectifs ni leur atteinte. Merci, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. J'aimerais revenir sur un autre sujet, c'est la façon dont cette commission d'enquête a été préparée. Il y a quelques semaines, Le Parisien a publié un article sur la commission d'enquête intitulé, je cite, « On essaie de tout imaginer comment les stars de l'audiovisuel public se préparent à la commission d'enquête ». Fin de la citation. Alors on y apprend que les personnes auditionnées dans le cadre de cette commission sont plus que très préparées, c'est très bien, mais elles reçoivent des consignes aussi très précises, dont celle-ci, je les cite, « Il faut faire chiant, élargir les sujets au maximum, être technique et lénifiant ». Fin de la citation. L'article explique également qu'il y a une forte mobilisation des équipes de communication, du secrétariat général, des services de relations institutionnelles. Je crois qu'on parle de vous, monsieur Tardieu, notamment pour anticiper les questions, pour préparer tous les éléments de réponse, pour faire des fiches, des éléments de langage, expliquer dans quel cadre on peut répondre ou ne pas répondre, d'une certaine façon aussi parfois neutraliser certaines questions qu'on peut vous poser. On apprend même qu'il y a une personne qui incarnerait mon rôle, qui suivrait toutes les auditions et qui, dans un jeu de rôle, préparerait chaque personne auditionnée. Madame la Présidente, est-ce que vous avez eu recours à une société privée extérieure pour vous conseiller, pour vous assister ou pour préparer les personnes auditionnées dans le cadre notamment de cette commission d'enquête? Et par souci de transparence, j'indique que généralement dans les commissions d'enquête, le rapporteur envoie les questions aux personnes qui vont être auditionnées. Et il se trouve que les questions que monsieur le rapporteur a envoyées, et c'est son droit, ne sont pas les questions qu'il pose. Je le dis en transparence, sans lui faire aucune critique, mais que dans d'autres commissions d'enquête, généralement, le questionnaire qui est envoyé aux personnes auditionnées leur permet de se préparer. Or, et c'est tout à fait le droit du rapporteur, et il le fait d'ailleurs avec une profondeur de questions précises qui sont importantes, mais ce n'est pas le questionnaire qui est envoyé aux personnes auditionnées. Je le dis parce que certaines personnes s'en sont émues auprès de moi. Je vais répondre très simplement, non. Aucune entreprise privée n'a été utilisée pour travailler avec les personnes qui allaient être interrogées par la commission d'enquête. Non, à nouveau. Ah si, c'est bon. Merci Madame la Présidente, je retiens votre réponse, je vous en remercie. Je voudrais vous poser désormais deux questions, peut-être assez précises, mais qui font suite à l'analyse des documents que vous avez bien voulu me transmettre dans le cadre de cette commission d'enquête. Vos rapports de gestion de 2021 à 2024 mentionnent un cabinet d'intelligence économique qui a été mandaté pour des audits d'intégrité fournisseurs qui s'inscrivent dans le cadre de la loi Sapin 2. Alors c'est un cabinet qui a été sélectionné visiblement via un appel d'offres européen en mars 2022. Et pourtant, de ce que j'ai pu constater, il semble que ce prestataire ne figure dans aucune des 47 904 lignes du journal des achats de France Télévisions que j'ai pu éplucher, qui a été transmis à cette commission, ni dans aucun des 1818 documents contractuels. Est-ce que vous pouvez nous préciser, et peut-être que la question est un peu trop précise, Madame la Présidente, vous me pardonnerez la question, donc je m'adresse à Monsieur le Secrétaire Général qui semble comprendre aussi la question que je pose. Est-ce que vous pouvez nous préciser qui est ce prestataire et quel a été aussi l'ordre de grandeur du montant annuel des contrats passés avec France Télévisions? Pardon, je ne comprends pas la question. Vous me dites, il y aurait un cabinet... Pardon, je ne comprends pas la question. Il y aurait, parmi 1818 documents et 4000 lignes, un truc qui... Enfin,
Pardon, quelle est votre question? Pardon, monsieur le Alors, rapporteur, quelle est votre monsieur- question? Je ne comprends pas la question. Alors, monsieur le rapporteur va reformuler. Allez-y. Non, mais donnez-moi la question exacte. Je crois que la question était assez exacte et assez J'ai pas précise, compris, Madame la alors, j'ai Présidente. pas compris. Je vais la reformuler si vous le souhaitez. Dans le cadre des rapports de gestion que vous m'avez transmis, il y a une entreprise, un cabinet d'intelligence économique qui a visiblement été missionné pour auditer notamment un certain nombre de contrats, mais dans les documents que vous m'avez transmis, il ne figure dans aucune des lignes. Pourtant, j'ai regardé les 47 000 lignes du journal des achats. Donc, est-ce que ce prestataire a travaillé pour nous, en fait. Est-ce qu'il a travaillé pour vous, effectivement? Est-ce qu'il a bien fait l'objet, notamment, d'une publication au journal officiel de l'Union européenne? Est-ce que, voilà, quelle est la précision des missions effectuées par ce cabinet de conseil? Et vous pourrez, effectivement, si la question est trop précise, m'adresser une réponse écrite. Oui, et parce que j'ai besoin que vous me donniez... Votre micro même. Je suis présidente de France Télévisions, je ne suis pas à la comptabilité des achats, donc si vous ne me donnez pas le nom... C'est pour ça que vous avez le secrétaire veux général bien avec que vous- vous qui acquiesce et qui semble comprendre aussi la question qui est posée. Enfin, pardon, mais moi je veux bien en effet que vous me donniez toutes les précisions que vous souhaiterez pour que je puisse retrouver de quoi vous parlez Merci. par écrit. Merci. Merci Madame la Présidente. Alors peut-être que cette autre question, c'est la deuxième et dernière, notamment sur ces lignes-là, peut-être qu'elle ne vous parlera pas non plus, mais je vous demanderai en tout cas de m'apporter des éléments écrits. En analysant le journal des achats de France Télévisions, j'ai pu voir apparaître 1 600 000 euros qui a été versé à la société Papan Imo, 1 430 000 euros qui ont été versés à la société Benex, ce qui représente une somme importante, puisqu'on parle de 3 millions d'euros au total. Et je remarque pourtant que dans les documents que vous m'avez transmis, ces deux sociétés sont identifiées dans votre référentiel comme des sociétés radiées. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui a autorisé chez France Télévisions la signature d'un tel contrat et pourquoi ces contrats ont été conclus auprès de sociétés qui sont identifiées comme radiées? Je crois que ce sont simplement des sociétés internes qui portent l'immobilier du groupe. Enfin, il me semble que c'est ça. Vous avez dit rapidement le nom de la première société. Il me semble que c'est ça. Mais je vous le confirme. Oui, c'est ça. Je vous le confirme. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci pour ces précisions écrites. Effectivement, c'est un sujet qui est précis, donc je conviens que vous n'ayez pas les éléments à l'oral. Ce ne sont pas des sociétés extérieures. Totalement. Ce que je veux dire, ce sont des filiales 100%. Interne. Exactement. Merci. Très bien. Merci Madame la Présidente. Ça nous permet d'accélérer sur un certain nombre de questions. Je vous pose une question qu'on avait abordée dans le cadre de votre première audition. C'est celle, vous le savez, sur les fameuses suites au Palace Majestic à Cannes, qui ont été facturées pour certaines à plus de 1 750 € la nuit au profit d'un certain nombre de membres du comité de direction, dont vous, Madame la Présidente. Vous m'aviez expliqué lors de votre audition en décembre que pas 1 centime d'argent public n'avait été dépensé au motif que ça contenait, en tout cas c'était dans le cadre d'un contrat de bartering, mais pourtant on a appris en février que le tribunal judiciaire de Paris avait ouvert une information judiciaire pour abus de biens sociaux et recel et soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou l'un de ses subordonnés. Donc vous comprenez que à la lecture de votre réponse, vous expliquez qu'il n'y a pas eu 1 centime d'euro d'argent public et l'ouverture de cette enquête qui est ouverte pour destruction de biens d'un dépôt public. Qui croire? Est-ce que, au-delà de cette question, parce que peut-être que vous ne voudrez pas la commenter comme il y a une enquête et une procédure en cours, quelles sont les mesures que vous avez prises, notamment pour cette année, pour réduire peut-être le volume de dépenses engagées par France Télévisions dans le cadre du Festival de Cannes? Alors, le Festival de Cannes, c'est un sujet très important. Je le redis ici, parce que je comprends que pour vous, Cannes, ça veut dire paillettes, mais pour nous, Cannes, ça veut dire cinéma. Et nous allons maintenir la présence du groupe à Cannes, parce que nous avons à cœur de faire partager la cinéphilie, l'excellence du cinéma français à tous nos téléspectateurs. On touche un Français sur 2 avec le Festival de Cannes. Par rapport à l'époque où c'était sur une chaîne cryptée que je ne citerai pas, on a multiplié les audiences par 3 et on a divisé les coûts par 4. Et on a bien l'intention de continuer. Alors oui, j'ai bien l'intention d'y aller aussi, de continuer à y aller. J'ai entendu le symbole, et moi je pense que le symbole c'est important. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on prendrait des chambres les moins chères possibles
et que continueraient à séjourner dans certains hôtels qui sont à proximité de nos studios que ceux qui sont invités par le Festival de Cannes. Je vous remercie, Madame la Mais Présidente. je redis, pardon, puisque vous aviez Je l'air vous en d'en prie. douter, que pas 1 euro d'argent public n'a été dépensé jusque-là sur les chambres, les 3-4 chambres ou 3, je ne sais plus, dont vous parlez à Cannes. Quant à l'information judiciaire, évidemment, je ne commenterai pas. En revanche, je pourrais commenter largement sur qui nous fait des procès à intervalles réguliers et les perd toujours. Et simplement, je ne vais pas trop insister sur cette question, mais quand vous expliquez qu'il n'y a pas un centime d'argent public qui a été financé pour ces chambres-là, le bartering suppose un échange entre des espaces publicitaires qui appartiennent à France Télévisions et, en l'occurrence, des chambres d'un palace à Cannes qui ont été réglées par une société privée. Donc vous conviendrez qu'il y a une valeur marchande publique et donc, d'une certaine façon, une valeur et 1 euro et des euros des montants d'argent public qui sont en jeu. Donc, c'est aussi toute la raison de ma question. Certes, ce n'est pas vous qui les avez payés, mais vous les avez échangés avec des espaces publicitaires, des actifs publics de France Télévisions. Alors, ce que vous dites n'est pas juste, monsieur le rapporteur. Je ne sais pas comment vous le dire. Ce qu'on échange contre le paiement des chambres d'hôtel, c'est des espaces publicitaires invendus, donc valeur zéro. Pardon de le dire. Et malheureusement, avec la baisse du chiffre d'affaires publicitaire, la tension des entreprises et la guerre en Iran par-dessus, je peux vous dire qu'on en a beaucoup des invendus. Donc la valeur de ces invendus, elle est à zéro. On l'échange contre, en effet... je vais vous donner un autre exemple parce que je ne sais pas combien d'heures on a passé sur le barter. Donc c'est une pratique totalement légale. D'autres entreprises le font, d'autres entreprises des médias qu'on connaît. Donc bon, tout ça est validé par nos commissaires aux comptes. Donc il n'y a pas de sujet sur le barter. Le barter, c'est quoi? Vous avez une boutique de fringues. Et puis, vous n'arrivez pas à vendre vos derniers lots de pantalons. Vous allez à une solderie, vous échangez vos pantalons contre autre chose. Voilà. Donc, soit vous faites rien, et les pantalons, vous les vendez pas. Soit vous les échangez et vous avez en échange un service. C'est ça le barter. Alors, évidemment, mal expliqué, un peu à la louche. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est important que vous faites cette précision. Voilà. Et par ailleurs, comme vous dites, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ce barter, tout ça, évidemment, écrit précisément en comptabilité, vérifié par nos commissaires aux comptes. Il n'y a pas de sujet sur le barter. Et on va continuer à en faire. Même si les chambres d'hôtel coûtent moins cher. Moi, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, vous devriez faire une commission d'enquête sur le coût des chambres d'hôtel à Cannes pendant le festival. C'est un scandale. Même très loin de nos studios, c'est encore trop cher. Donc, bon. Alors peut-être que le maire de Cannes ne serait pas d'accord, mais ou l'amicale des hôteliers de Cannes, pas d'accord non plus. Mais voilà, c'est un fait. Très clair. En tout cas, vous nous expliquez que c'est pas un troc, c'est des espaces invendus, donc ils n'ont pas de valeur marchande. Non, mais c'est un troc de quelque chose qui n'a pas de valeur, pourquoi sauf si on le troque. Mais pardon, pourquoi n'ont-ils pas de valeur s'ils sont échangés avec des suites à plus de 1 750 € la nuit? Vous comprenez que dans cette justification, il peut y avoir une vraie suspicion. C'est échangé avec un actif qui représente un coût certain. Pourquoi vous expliquez qu'ils n'ont pas de valeur? Ah oui, je comprends votre question. En fait, quand vous êtes, alors je vais dire les choses autrement, quand vous êtes un grand couturier et que vous vendez un sac à main à 3 000 €, vous ne pouvez pas le vendre à 150. C'est pas possible. Parce que tous les gens qui l'achètent 3 000 vont vous le demander à 150. Donc en fait, quand on a un sac à main qu'on n'a pas vendu, on ne peut pas nous-mêmes... Exactement. Oui, donc ils ont une valeur alors. C'est ce que vous expliquez. Le sac à main, en l'occurrence, vous allez le vendre à 150. Donc il y a une valeur. Micro. La valeur que ça nous ferait perdre serait bien supérieure à ce que ça nous ferait gagner. On vous l'a expliqué ça, monsieur. Tout le monde me coupe le micro là. On pourra vous l'expliquer encore si vous voulez, par écrit, et refaire la démonstration. Mais non, c'est bien des invendus publicitaires. Oui, mais ils ont... échange. Pardon, Madame la Présidente, mais ils ont bien une valeur. Si on échange des suites à Cannes à 1 750 € la nuit contre des espaces publicitaires je vais vous le dire autrement. Qui appartiennent à France Télévisions, vous conviendrez que ces espaces publicitaires ont une valeur. Sinon, ils ne seraient pas échangés. Ils n'ont pas de valeur pour nous. C'est-à-dire que si on ne fait pas de barter, ça vaudra zéro, on ne pourra pas les vendre. C'est ça que ça veut dire. Mais donc, vous conviendrez qu'ils ont bien une valeur. Non, ils n'ont pas de valeur puisqu'on ne peut pas les vendre.
Je ne sais pas comment vous dire les choses Bon, autrement. je propose d'avancer. Voilà, on va avancer. Bon, merci Madame la Présidente. Un dernier en fait, ils ne point. peuvent pas être bradés. Peut-être que pour que les Français qui écoutent comprennent, ce que vous nous expliquez, c'est qu'ils ne peuvent pas être bradés. Donc, ils ne peuvent pas être vendus. C'est-à-dire que soit les annonceurs... De là à dire qu'ils Exactement. n'ont pas de valeur, ça ne me paraît pas exact. Sinon, ils ne seraient pas Ils n'ont échangés pas de valeur avec pour nous. des suites dans des palaces à Cannes. Ils n'ont pas de valeur pour nous, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, pardon de le dire comme ça, monsieur le rapporteur, mais c'est la valeur aux bornes de France Télévisions. C'est ça dont je suis comptable. Un invendu publicitaire, un espace publicitaire que je ne peux pas vendre, pardon de le dire, mais à des tarifs normaux, il vaut 0. Voilà, il vaut 0. Donc, à mes bornes, il vaut 0. Merci Madame la Présidente. Dernière question sur le sujet. On a pu entendre vos directeurs d'unité de production qui expliquaient que le mécanisme du barter que vous avez expliqué avait été entrepris à partir de 2022 et donc à comprendre qu'avant 2022, France Télévisions réglait notamment les suites au Majestic avec l'argent public, l'argent de France Télévisions. Est-ce que vous confirmez cette déclaration qui a été faite sous serment devant notre commission d'enquête ? En réalité, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que notre partenariat avec le Festival de Cannes date en effet de cette année-là. Avant, nous avions un accord avec le Majestic où nous échangions, enfin un accord global, et nous louions au sein du Majestic un espace pour recevoir les producteurs, les acheteurs de nos films. C'était avant 2022. Donc il y avait un accord global et en échange du paiement de l'espace, on avait droit, je pense, à des chambres. Donc c'était un accord de cette nature. Quand nous sommes devenus partenaires avec Brut du Festival de Cannes, évidemment, le dispositif a complètement changé. Parce qu'il ne s'agissait pas juste d'aller à Cannes pour faire la promotion de nos films ou pour acheter des films. Il s'agit maintenant d'aller à Cannes pour produire des émissions qui sont en direct sur nos antennes. Donc, il a fallu trouver un lieu où on a pu installer un studio, un seul d'ailleurs, que nous partageons avec Brut, pour pouvoir réaliser depuis Cannes ces émissions. Et à côté du lieu, nous avons un espace qui nous permet de faire les réunions avec les syndicats de producteurs, de recevoir, enfin, voilà, de travailler en fait pendant toute cette période. Donc c'est là que le partenariat avec le Majestic s'est arrêté et qu'en effet, on a utilisé le barter. C'est pas une question qu'on voulait pas. D'ailleurs, je pense que on vous répondra, mais le barter n'est pas une pratique nouvelle. Ça fait, je crois, assez longtemps qu'on l'utilise à France Télévisions, mais on vous mettra tout ça par écrit. Et dans le cadre de votre partenariat avec le Festival de Cannes, vous leur apportez quand même c'est un partenariat pour lequel France Télévisions produit et diffuse différentes cérémonies. On ne pourrait pas imaginer un système où, dans le cadre de ce partenariat, ils logent quelques personnes, quelques cadres, puisque vous leur apportez quand même à la fois les moyens humains, les moyens financiers de France Télévisions. Alors vous en bénéficiez en retour, parce que vous diffusez la cérémonie d'ouverture et de clôture, mais pour eux, c'est aussi une visibilité, une vitrine. Bon, ça permettrait peut-être de résoudre cette question et de se dire qu'en tant que partenaire du Festival de Cannes, peut-être qu'ils pourraient loger les 2, 3, 4 dirigeants de France Télévisions. Tout à fait, sans doute, mais on verra sur cette édition de Cannes. Je voulais rajouter un point qui m'importe beaucoup sur Cannes, j'ai oublié, mais là je commence à fatiguer peut-être. Ça me reviendra, j'y reviendrai tout à l'heure. Ah oui, bien sûr. J'ai entendu dire dans cette commission que nous avions surenchéri sur Canal pour avoir les droits du Festival de Cannes. C'est faux. C'est faux. Puis je vais vous dire franchement, si Canal+, avec la place qu'il a importante dans le cinéma, c'est le premier financeur du cinéma en France, avait voulu garder le Festival de Cannes, je pense qu'il l'aurait gardé. Voilà. Donc nous, on est très heureux avec Brut d'être partenaire. On a augmenté les audiences par au moins 3. On fait partager l'amour du cinéma, des films, à la fois via les émissions qui sont en direct, mais aussi à partir des collections que nous mettons en ligne sur France.tv, des meilleurs films du festival, des palmes, etc. Voilà, on fait partager la cinéphilie. Et je pense qu'on ne peut être que fier d'être partenaire du plus grand festival au monde. Et je pense que c'est le rôle du service public que d'être le partenaire de ce grand festival. Peut-être pouvez-vous préciser là-dessus, parce que ce que vous dites est important, même grave. Effectivement, Canal+ a indiqué que effectivement, vous aviez surenchéri pour en obtenir les droits, et monsieur le rapporteur, et c'est par principe, nous croyons tout ce que les gens disent, a effectivement tweeté le 24 mars au présent, sans conditionnel, que France Télévisions avait surenchéri pour obtenir les droits
les droits à hauteur de plusieurs millions d'euros d'argent public. Canal+ a refusé de s'aligner. C'est ce que nous a dit effectivement Canal+, et le rapporteur a cité Canal+, en considérant, et c'est son droit, que ce qui est dit ici, comme les gens prêtent serment, c'est la vérité. Alors vous nous dites que c'est faux. Ce qui est indiqué d'ailleurs dans plusieurs articles publics également ces dernières années. Exactement, ce qui est indiqué dans plusieurs articles et ce qui a été dit par Canal+. Alors, pourquoi disent-ils cela ? C'est un mensonge, c'est faux, est-ce que vous pouvez peut-être préciser ? Je n'en sais rien. Je voulais simplement rectifier ce point que j'avais entendu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Non, parce que potentiellement, là encore, faux témoignages par jour. Enfin, on a l'impression que dans cette commission d'enquête, il y a eu beaucoup de par jour et de faux témoignages. Donc, c'est aussi mon rôle, parce qu'après, on va expliquer que je ne décide pas ou je n'arbitre pas qui dit vrai, qui dit faux. C'est pas un petit sujet. Hein. Pardon, ça peut aussi, quand on dit que France Télévisions a surenchéri, c'est une attaque aussi portée contre vous. Vous savez, je vais vous dire une chose, Monsieur le Président. On a toujours cherché à être vraiment le plus honnête, le plus précis possible. Je m'insurge quand des choses fausses sont dites. Maintenant, je peux aussi dire que mon collègue Maxime Saada, dont j'apprécie le professionnalisme, mérite peut-être la bonne foi ou la supposition de bonne foi que vous accordez à Madame Dati. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Une autre question sur un autre sujet. On n'a pas encore parlé de la neutralité, qui est l'une des 3 dimensions importantes de cette commission d'enquête. Je ne vais pas être très long sur ce sujet. Je vous avais déjà posé un certain nombre de questions et merci d'y avoir répondu lors de cette première audition. Je voudrais revenir notamment sur des accusations graves de Jacques Cardoz lors de son audition devant nous, ancien présentateur pour France Télévisions de Complément d'enquête, qui a affirmé sous serment qu'une consigne avait été donnée par la direction de France Télévisions au rédacteur en chef de Complément d'enquête, Hugo Blagnard, réaliser une enquête à charge, on peut le dire, sur Jordan Bardella, diffusée à 5 mois des élections européennes de 2024. Selon les déclarations de M. Cardoz, ce dernier, Hugo Blagnard, lui aurait indiqué, je cite, « Celle-là, il ne fallait pas la rater » à propos de l'enquête sur Jordan Bardella, laissant entendre une attention particulière de la direction de France Télévisions sur cette enquête en pleine période préélectorale. Vous constaterez que ces accusations sont graves. Est-ce que vous avez eu connaissance ou est-ce que vous-même, vous avez passé ces consignes de faire une enquête à charge concernant une personnalité politique, tête de liste d'une élection, à 5 mois de cette élection? Est-ce que ce que M. Cardoz dit est vrai? Monsieur le rapporteur, cette accusation est d'une extrême gravité. Ça fait 11 ans, je dis bien 11 ans, que je me bats pour l'indépendance et la liberté des journalistes de France Télévisions. Vous faites référence à des articles de presse. Je crois qu'ils l'ont dit, écrit dans des articles de presse. Alors, me demander si je passe des consignes, ça n'est pas mon rôle, monsieur le rapporteur. Mon rôle, c'est de garantir l'indépendance, que les pressions ne retombent pas sur les journalistes de France Télévisions, qu'il n'y ait pas d'ingérence d'un pouvoir quelconque dans le travail des journalistes de France Télévisions. Ça n'est pas autre chose que ça. Et je le fais avec conscience et j'en suis très fière. Je crois que ça clôt le débat sur une quelconque consigne que j'aurais pu passer. Par ailleurs, il me semble que c'est une accusation qui est très grave, portée là aussi contre un ancien de ses collègues. Décidément, M. Cardoz, en pas longtemps, aura fait beaucoup de dégâts. Je crois que M. Hugo Blagnard vous a répondu. Merci, Madame. Au président. Oui, mais il nous a répondu. Je ne crois pas avoir eu de réponse. En tout cas, s'il nous a répondu, c'est peut-être par écrit, mais je n'ai pas eu connaissance, en tout cas, il vous a répondu réponse. par écrit et il dément formellement les propos qui ont été tenus par M. Cardoz. Donc, vous avez la réponse directe de la personne incriminée par les propos de M. Cardoz. Et j'ai juste, pardon, Madame la Présidente, j'ai compris que vous ne souhaitiez pas... D'un côté, vous nous expliquez qu'effectivement, cette commission d'enquête, il y a eu beaucoup d'accusations diffamatoires, beaucoup de mensonges, beaucoup de calomnies, et en même temps, et je le comprends, vous nous expliquez que vous n'avez pas forcément envie d'engager de procédure judiciaire, mais est-ce que vous envisagez quand même, au regard des accusations graves dont vous avez fait l'objet, et dont pour certaines, il y en a d'autres, j'imagine que le rapporteur y reviendra, mais dont pour certaines, vous venez nous indiquer qu'elles étaient fausses, calomnieuses et mensongères, est-ce que vous envisagez, et je suis obligé de vous le demander à ce stade et au terme de cette commission d'enquête, de porter plainte pour diffamation, attaque calomnieuse, ou est-ce que vous considérez que le fait qu'aujourd'hui vous répondiez devant nous à ces accusations suffit à rétablir la vérité?
Vous savez, l'équipe de Christophe Tardieu nous a assez bien préparés. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que les propos tenus dans cette instance ne pouvaient pas porter à plainte pour diffamation. Je me trompe ? Non, mais ils ont été tenus dans d'autres cadres. Il y a eu des émissions de télévision, Ah bah, il y a eu des réseaux sociaux, il y a eu un autre cadre que cette commission d'enquête. Enfin, que cette enceinte précise. oui. Et à nouveau, Madame la Présidente, simplement... Pardon, hein, mais vous me faisiez référence à ce qu'a dit Maxime Saada, il l'a dit dans cette instance. Il n'a pas publié de tweet pour expliquer que c'était un scandale. Il n'est pas allé sur un plateau de télé pour expliquer ce qu'était un scandale. D'où ma mansuétude pour un grand professionnel que je respecte. Monsieur le rapporteur. Voilà. Madame la Présidente, simplement, je pense que vous comprendrez que ces questions sont légitimes. Les questions que je pose sont des accusations prononcées sous serment dans le cadre de cette commission d'enquête, que ce soit sur les montants des contrats à Cannes, que ce soit aussi sur les accusations de Jacques Cardot sur des consignes de réaliser des enquêtes à charge concernant certaines personnalités politiques. Donc, à nouveau, je pense qu'il convient aussi de répondre factuellement et formellement à ces accusations. Quand on a de tels propos, quand on entend de tels propos en commission d'enquête, on ne peut que vous poser ces questions-là. Donc j'espère que vous entendrez la légitimité de ces questions, parce que ça vous donne aussi l'opportunité d'y répondre. Monsieur le rapporteur, comprenez bien, je ne critique aucunement vos questions. Et d'ailleurs, je tâche d'y répondre le plus précisément possible, sauf quand il s'agit de la ligne comptable 1172, ça j'avoue. Bon. Mais sinon, j'essaie d'y répondre vraiment de la manière la plus précise possible. Ce n'est pas du tout ça que je mets en question. Simplement, quand vous dites c'est une accusation, j'aimerais juste qu'elle soit étayée, en fait. Parce que moi, je peux aussi me mettre à raconter n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire et je pense que c'est important d'étayer les accusations, même quand on est dans cette commission d'enquête. Bon, et par ailleurs, il y a ce qui se passe en dehors de la commission d'enquête. Et quand on relaie ce que dit M. Jacques Cardoz, alors qu'il n'apporte pas la preuve de ces accusations, là, ça commence à poser un problème. Parce que ça met en effet, ça porte un coup à l'image, à la crédibilité de France Télévisions. Et ça, en tant que mandataire social, ça me pose un problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'à plusieurs reprises, j'ai rappelé le rapporteur des membres de cette commission à relayer, s'il le souhaitait, les propos qui étaient tenus ici, mais toujours au conditionnel, à partir du moment où vous n'aviez pas encore répondu à ces accusations. Et le présent m'a toujours choqué, surtout quand on relayait des accusations qui n'avaient pas donné lieu à des réponses de la part de France Télévisions. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et je laisse le rapporteur continuer. Simplement pour clore sur ce sujet, de façon étayée, notamment sur le sujet de Canal+, il y a un article du Figaro qui date de décembre 2021 qui cite Gérald Brice-Viré, qui est directeur général de Canal+. Je le cite, « Entre Cannes et Canal+, c'est une longue histoire d'amour. On a fait face à une surenchère de la part du service public qui a proposé davantage d'argent que nous. On ne voulait pas participer à cette escalade. Alors on s'est retiré de l'appel d'offres. » Tout en précisant que malgré le prestige du festival, je le cite encore, l'audience n'est pas toujours à la hauteur, avec environ 600 000 téléspectateurs par soirée de gala. Donc à nouveau, je reprends des propos qui sont tenus sous serment en commission d'enquête. Il y a des articles et des déclarations qui ont été faites sur les dernières années. Visiblement, vous avez l'air de les découvrir. Et je pense que ça justifie aussi la légitimité des questions que je me permets de vous poser, qui sont étayées, contrairement à ce que peut penser le président à côté de moi. Le président ne pense rien du tout, monsieur le rapporteur. Vous avez expliqué en introduction, c'est la dernière audition, on va se dire les choses. Allez, on n'est pas à quelques coups d'éclat près. Vous avez dit en introduction, les médias relayent des fausses informations. Et puis, quelques minutes après, vous citez énormément de médias. Donc, il y a sans doute les bons médias et les mauvais médias, mais un jour, vous vous en expliquerez. Et puis, par ailleurs, je ne conteste pas vos questions. Je dis qu'à plusieurs reprises, monsieur le rapporteur, assumez-le. Assumez-le, ça serait honnête. Vous avez tweeté, vous avez passé votre commission d'enquête à tweeter au présent quand monsieur Cordibal est venu ici. Et en plus, il s'est engagé à parjure. Vous avez, monsieur Cordival, pardon. Excusez-moi, et je m'en excuse auprès de lui d'avoir écorché son nom. Vous avez tweeté au présent. Vous avez repris ces accusations comme si elles étaient vraies. Non, j'ai les tweets. On va pas se disputer ici. On va pas donner une mauvaise image de nous deux. Si mais vous monsieur me permettre le de rapporteur, poser mes questions vous allez les poser. à Madame la Présidente et Monsieur le Secrétaire Général. Vous allez les poser. Mais je regrette. Mais je regrette. Non, c'est pas un bouquet final. Je regrette simplement, monsieur le rapporteur, et je vous le dis avec la bienveillance et le respect que je vous dois, parce que vous êtes rapporteur, que tous ces tweets au présent, sans aucune forme de conditionnel, qui ont à certains moments pu relayer sans aucune forme de réponse et de contradictoire, ne sont pas tout à fait à la hauteur du rôle d'un rapporteur. Quand vous parlez au présent pour expliquer que ces attaques sont vraies,
qui laisse entendre Donc que vous n'accordez aucune importance aux propos tenus sous serment devant nous dans le cadre de cette commission d'enquête, Monsieur le Président? Moi, Il faut accorder aucune importance aux propos tenus sous serment? J'accorde une importance aux propos, aux accusations tenues dans cette commission d'enquête quand les preuves me sont fournies. C'est bien pour cela que j'ai demandé à M. Cardoz, à M. Sébastien, à M. Cordival et que je vais demander à M. Saada de me fournir les preuves des accusations qu'ils portent contre France Télévisions. C'est le principe d'une démocratie et c'est le principe du contradictoire. Des personnes formulent des accusations, on y accorde de l'importance, vous et moi, et on les a écoutées avec intérêt, avec sérieux. M. Cardoz, M. Sébastien ont témoigné pendant quelques heures, M. Cordival a témoigné pendant quelques heures, on les a entendus, vous avez recueilli des informations complémentaires. Je vous dis simplement que moi, comme président de commission d'enquête, j'attends toujours les preuves qui viennent étayer ces accusations graves. Voilà, c'est tout. Et je suis heureux que vous puissiez interroger Mme Ernotte, Monsieur le rapporteur, pour qu'elle puisse vous répondre et répondre à ces accusations. Merci de me laisser poser les questions. Allez-y. Alors, Monsieur le Président, merci. Je crois que ma question était claire, Madame la Présidente. Vous voulez que je la reformule? Je ferai la même réponse, j'ai déjà répondu.